tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 21 février. Voici les titres de votre nouvelle édition. En ouverture de ce journal, nous irons au Théâtre des Variétés pour la projection d'un documentaire. Nous rencontrerons une centenaire qui fêtait son anniversaire cette année. Nous parlerons musique avec le quatuor Monoïkos qui se produisait à l'Auditorium Régnier 3. Et pour terminer, votre Focus Info vous emmènera à l'Office de la médecine du travail. La Principauté est engagée depuis mars 2015 dans des négociations avec l'Union européenne afin d'obtenir un accord d'association équilibré qui permette une participation la plus large possible avec le marché intérieur de l'UE tout en respectant les intérêts essentiels et vitaux de la Principauté. Dans ce cadre-là et à l'occasion du déplacement à Bruxelles, le prince Albert II a rencontré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Je vous propose justement d'écouter le souverain. Il revient sur cette rencontre. Il est au micro d'Alexandra Pani. C'était le moment de faire le point sur les négociations entre la Principauté et l'Union européenne sur cet accord d'association et où on a senti vraiment que M. Juncker a exprimé la ferme volonté de la Commission qu'on puisse parvenir à définir un accord avant la fin du mois de juin, avec bien entendu toutes les restrictions que comportera ce texte et son protocole et ses annexes sur les spécificités de la Principauté, et tout en, bien sûr, il me l'a redit aussi après en tête-à-tête qu'il veillera à ce que ces spécificités soient respectées et soient bien définies dans les textes qui composeront cet accord. C'est un message tout à fait positif. Alors là, bien entendu, il y avait d'autres séquençages possibles. Je ne pensais pas que M. Juncker veuille aller aussi vite, mais je crois qu'il veut voir ou entrevoir la possibilité de pouvoir parapher l'accord avant son départ, avant la fin de son mandat. Après, il y aura peut-être des détails techniques à peaufiner, mais en tout cas, c'est un signe, je crois, très positif et très fort. Mais je le répète, nous avons bien spécifié, nous avons bien rappelé quels étaient les points sensibles et quels étaient les points qu'il fallait absolument définir exactement. Et bien entendu, ce qu'on a appelé les lignes rouges, mais qui sont toutes ces spécificités et toutes ces particularités institutionnelles de la Principauté qu'il fallait absolument respecter. Et si un tel accord était obtenu au mois de juin, il constituerait une étape importante sur la voie de la rédaction d'un éventuel accord d'association. Et plus tard, dans la soirée, le souverain a conclu cette journée riche en événements par une réception à la prestigieuse bibliothèque Solvay organisée par l'ambassade de Monaco à Bruxelles, qui réunissait les membres de l'Association européenne de libre-échange et les principaux responsables de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le prince Albert II s'est adressé à eux lors d'un discours où il a rappelé son souhait d'élaborer un accord d'association qui respecte les intérêts de chacun et la prise en considération des spécificités monégasques pour permettre une association avec l'Union européenne qui a pour devise « Unie dans la diversité ». Mercredi soir avait lieu au Théâtre des Variétés la projection d'un documentaire dédié à la scène musicale indépendante de Tokyo. Il est signé Thomas Griffin et Guilhem Tonnerre. Alexandra Pani a rencontré le réalisateur monégasque. Otonoako, c'est une boîte à musique et c'est bien avec la scène musicale indépendante que le réalisateur Thomas Griffin renoue ici dans ce documentaire de 75 minutes. Après l'Islande et Montréal, le réalisateur monégasque accompagné de Guilhem Tonnerre propose le portrait de 3 artistes issus de la scène indépendante tokyoïte. Ça s'ancre dans les 2 précédents avec des portraits d'artistes musiciens issus de la scène locale, plus ou moins émergents, de différents styles de musique. Voilà, juste pour moi aussi comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas, comment ils travaillent, quelles sont leurs problématiques, que ce soit artistique et économique aussi, parce que c'est quand même une ville où c'est assez cher d'y vivre.
Et du coup, comment on se débrouille quand on est artiste. 使われ出したのとか結構最近だし、でもアートで使われたのって多分何かわからないから多分アートって言うんだろうなって私は思ってて。映像と音が分離しない空間とか映像とか音とか全部がこう共鳴し La première s'est déroulée au Théâtre des Variétés. Le public monégasque a pu ainsi découvrir des artistes aux sonorités éclectiques et qui commencent à se faire une place sur les scènes pointues de la capitale japonaise. Ce qui est très intéressant et ce qui en ressort quand même pas mal, c'est que le public de cette scène locale est très fidèle, elle se déplace beaucoup. Ça ramène pas des milliers de personnes, même si on est à Tokyo, qui est une énorme mégalopole. C'est un public qui peut faire 3 heures de trajet dans Tokyo, c'est tellement grand, pour venir voir un concert dans une salle qui fait 100 places, mais qui est remplie, qui est complètement blindée, avec un son toujours très pointu. Enfin, la qualité du son est toujours bien réglée, alors qu'on est dans un lieu associatif, avec peu de budget, mais il met toujours un point d'orgue sur la qualité de la sono. Des répétitions aux enregistrements, le public est plongé dans l'univers créatif de ces 3 artistes, mais aussi leur quotidien à Tokyo. Le documentaire sera en compétition en avril prochain au festival Musical Écran de Bordeaux et vous pourrez par la suite le retrouver sur petit écran, alors que du côté de Thomas Griffin, d'autres projets commencent déjà à naître dans son esprit. La Principauté compte une centenaire de plus. Il s'agit de Jeanne Rinaldi. Elle a fêté son anniversaire tout récemment, entourée de sa famille et de ses proches. Dominique Poulain vous en dit plus. Toute pimpante, l'œil vif et le regard bleu azur, Jeanne Rinaldi, dit Olga, vient de fêter ses 100 ans, aux côtés de sa famille, de ses proches, des pensionnaires et du personnel de la résidence Acquietudine, où elle passe des jours paisibles depuis 5 ans. Mais ce jour-là, la centenaire est envahie par l'émotion. Née le 13 février 1919 à Vintimille, Jeanne arrive à Monaco à l'âge de 12 ans. Elle se marie avec Ange à l'âge de 25 ans. Elle a 7 enfants, 12 petits-enfants et elle est 10 fois arrière-grand-mère. Alors, quel est le secret de cette jeune centenaire? Le travail. Le travail. Et les enfants. Et le lavage. Les lessives. Issue d'une famille de pêcheurs, Jeanne Rinaldi est une personnalité du marché de la Condamine. Très jeune, elle apprend à faire et à réparer les filets de pêche de son père qui servaient à capturer les anchois et les sardines. Plus tard, sur le stand familial, elle crie pour alpaguer les clients et vendre la pêche du matin. Elle a fait que du bien, ma mère. Ma mère, elle a fait que du bien. Elle nous a vraiment élevés, vraiment de manière formidable, dans les règles de l'art, comme on était. Elle nous a appris l'éducation, elle nous a appris la politesse, elle nous a appris plein de choses. La base de la vie, c'est maman qui nous l'a appris. Papa était un peu plus sévère, mais c'était normal. Avec 5 garçons et 2 filles, il fallait qu'ils tiennent un peu la maison, comme on dit. Et il était tout le temps au travail, il travaillait tout le temps. Et c'est maman, vraiment, que c'était une perle pour nous. Et même qu'elle nous défendait, des fois, quand papa était un peu trop violent, elle nous défendait. Elle se mettait souvent au milieu. Et c'était vraiment une femme extraordinaire. À 100 ans, Jeanne reste très active. Tous les jours, elle se rend au marché pour y boire un café et acheter des tickets à gratter. C'est une dame qui est très gentille, très sociable, qui s'adapte avec tout le monde et qui profite pleinement de la vie, qui fait la sieste tous les après-midi, qui va au marché tous les matins et qui participe à toutes les activités que nous avons à la résidence. Sa famille la décrit aussi comme une femme avec beaucoup d'humour et très ouverte. Elle a beaucoup d'humour, elle peut rire énormément et elle peut pleurer d'un coup. C'est comme ça, c'est grâce à ça peut-être qu'elle n'a pas eu de stress et qu'elle a 100 ans. C'est grâce à ça. Je pense que c'est formidable dans la vie quand on est comme ça, on n'a pas à stresser, mais elle a eu le travail, toujours le travail. Elle était tout le temps là pour nous, pour tout, quoi. C'était une maman formidable. Autant dire que Jeanne Rinaldi croque la vie à pleines dents.
Parlons musique à présent avec ce concert de Quatuor Monoikos à l'Auditorium Régnier 3. Cette musique vivante a véritablement envoûté son public. José Sacré était sur place. Le 20 février 2019, dans le cadre d'un happy hour musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Nicole Cureau-Dupuis, Louis-Denis Hoth, violon, Charles Loki, alto et Frédéric Audibert, violoncelle, réunis au sein du Quatuor Monoikos, Quatuor monégasque comme son nom l'indique, ont donné un concert au Troparium de l'Auditorium Régnier 3. Au programme, le Quatuor à cordes de Debussy et le Quatuor à cordes numéro 1 opus 8 de Louis Abiat. Louis Abiat, un compositeur né à Monaco en 1866, mort à Monaco en 1933. Compositeur mais aussi violoncelliste de grand talent, puisqu'après des études musicales à Turin et à Paris, il a regagné Monaco comme violoncelle solo dans l'orchestre du Casino. Après avoir joué à l'Opéra Comique, il devient violoncelliste solo à la Scala de Milan sous la direction d'Arturo Toscanini. Puis il se rend à Saint-Pétersbourg comme professeur de violoncelle. En 1922, de retour à Monaco, il crée l'école municipale de musique, devenue en 1956 l'Académie de musique Prince Régnier III. On ne va pas dire que c'est une création, mais je pense que c'est une recréation, puisque nous savons que Louis Abiat avait un quatuor à cordes, je pense qu'il jouait en Italie, et il a certainement créé ses propres œuvres, mais je pense qu'elles n'ont quasiment plus jamais été jouées depuis. C'est une œuvre qui nous convient bien en tant que quatuor monégasque de pouvoir l'interpréter. Il y a une certaine parenté avec Debussy, que nous jouons également ce soir, voilà, qui est certes peut-être encore beaucoup plus inventif et extraordinaire, mais tout de même. Franchement, Louis Abiat, je pense que ce sera intéressant de vous le faire partager. Prochain happy hour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, jeudi 14 mars, sous le titre Femmes musiciennes, avec un quatuor d'artistes femmes, le quatuor Jaël, qui interprétera des œuvres de Marie Jaël et Fanny Mendelssohn. Votre Focus Info du jour vous emmène cette fois-ci dans le quartier de Fontvieille, plus précisément à l'Office de la médecine du travail, un lieu bien connu des salariés de la Principauté. C'est un reportage signé Patricia Navarro. Mission première, veiller à la santé des salariés. Nombreux sont les employés des entreprises privées ou des services de l'État à avoir été en contact au cours de leur carrière avec l'Office de la médecine du travail. Depuis quelques mois, avec notamment la loi du 4 juillet 2017, plusieurs changements ou évolutions sont intervenus. Et si désormais lors de l'embauche, la visite médicale n'est plus systématique mais doit intervenir dans les 3 ans qui suivent, les personnels de l'Office sont là pour assurer aux salariés un suivi individuel tenant compte de leurs besoins et du risque professionnel encouru. C'est dans cette optique que sont organisées des visites en entreprise pour développer des actions de prévention directement sur le terrain, comme ici au sein de la société Novares dans le quartier de Fontvieille. Bonjour. 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 Allez. Le travail sur écran d'ordinateur demande notamment la prise en compte de nombreux paramètres. Vous avez une compression là, derrière la cuisse, donc il va falloir baisser le siège pour avoir les cuisses bien à l'horizontale. Non, alors restez assis, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez une manette ici, à droite, vous tirez dessus. Voilà. Et vous mettez bien les cuisses à l'horizontale. On fait des conseils au travail sur écran parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le travail sur écran est très pourvoyeur de troubles musculo-squelettiques. On pense que rester assis n'est pas douloureux, n'est pas sollicitant pour le corps. C'est une erreur, c'est très sollicitant. Donc les conseils qu'on donne sont notamment pour prévenir tout ce qui est troubles lombaires,
interdiscales, les pressions du dos, les lombalgies, les hernies, les sciatiques. Et au niveau des bras, on a beaucoup de problématiques au niveau des membres supérieurs par rapport au fait, vous avez vu que le monsieur ne posait pas ses bras ou avait les bras trop loin. On peut trouver aussi des problèmes cervicaux, du fait d'avoir des flexions, des extensions de nuque assez répétées quand on regarde des documents, quand on regarde l'écran régulièrement. Et on peut avoir des problèmes de vue. On n'y pense pas assez souvent, le fait d'avoir un écran trop loin ou un écran trop près. On demande à nos yeux de faire des zooms réguliers, zoom avant, zoom arrière. Donc ça peut fatiguer plus rapidement notre vision et créer des troubles visuels importants. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant le bien-être des employés à travers notamment l'intervention de l'Office de la médecine du travail, à travers des actions directement sur le terrain, de façon à améliorer l'ergonomie des postes de travail. On l'a vu sur le poste informatique, le poste de bureau. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer sans cesse, d'une manière tout simplement d'amélioration continue, d'apporter toujours un mieux, un bien-être supplémentaire aux employés, de façon à ce qu'ils puissent effectivement travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais le confort au travail passe aussi par le bruit, un mal insidieux qui affecte l'audition. Dans ce vaste espace où se trouvent les machines d'usinage de la société Novares, le risque est encore plus élevé. On a beaucoup fait de mesures de bruit pour la société Novares. On a fait même une cartographie, des sensibilisations au bruit. Comme vous avez pu voir, ils ont tous les bouchons, donc dans les industries c'est très important. Et après, moi je fais une cartographie, je mesure vraiment pour savoir le salarié comment il est exposé. Et on fait des petites formations de 10 salariés, sensibilisation qui dure 3 quarts d'heure, pour leur expliquer vraiment l'importance du port des bouchons, parce que sinon ils vont être sourds. On est amené aussi à faire des cartographies de lumière avec un luxmètre. La même chose, et par notre action de prévention, on peut essayer de rectifier ça en proposant aussi des luminaires, de changer aussi les luminaires de l'usine par exemple, dans les bureaux. L'Office de la médecine du travail propose également du prêt de matériel comme ce porte-document pour mieux aménager l'espace de travail. Des initiatives naissent ensuite aussi après la visite des représentants de l'Office. Une corbeille de fruits est ainsi régulièrement mise à la disposition des personnels de cette société. Sur les chantiers de Monaco, là aussi, le confort et la sécurité des salariés sont une priorité. Des réunions d'information sont organisées par l'équipe pluridisciplinaire du pôle prévention. Avec ses précieux conseils, l'équipe de terrain de l'Office de la médecine du travail contribue ainsi à réduire sensiblement le stress, la nervosité, les douleurs musculaires ou le manque de vigilance qui peuvent être les conséquences d'un inconfort sur son lieu de travail et peuvent générer un manque d'efficience à son poste. Depuis le début de l'ouverture du service de prévention de l'OMT, on est à peu près à 3000 personnes qui travaillent sur écran qui ont été sensibilisées aux postures. Dont 800 rien que sur l'année 2018. Donc ça a été un gros projet. On a des projets avec des entreprises qui nous font confiance avant leur déménagement ou avant l'investissement dans de nouveaux bureaux. Et puis on a aussi après, en curatif, en suivi, on a aussi des industries qui nous rappellent presque chaque année pour refaire des piqûres de rappel, donc c'est une marque de confiance. Au niveau du bruit, c'est pareil, on est à peu près, tout compris, sur 1500 opérateurs formés au niveau bruit, donc dans l'industrie, sur les chantiers, mais aussi dans les HCR, hôtels, cafés, restaurants, parce qu'il ne faut pas oublier que la plonge est très bruyante, et 200 personnes sur l'année 2018. Retour dans les bureaux de l'Office de la médecine du travail. Sensibilisation et information sont les maîtres mots, y compris lorsqu'il s'agit d'évoquer les maladies sexuellement transmissibles et la nécessaire prévention qui les entoure. Récemment, l'Office s'est associé à une vaste campagne de communication. D'abord, il y a un colloque singulier avec le médecin qui fait que c'est une population qu'on connaît bien, qui est en confiance. On est dans un domaine, évidemment, sans jugement ni aucune critique. Et ça se passe plutôt bien au niveau du contact. On a également des populations qui sont inquiètes du fait du contact professionnel éventuellement avec le virus du sida. On peut donc les rassurer en expliquant qu'en aucun cas on ne peut attraper le sida de quelqu'un d'autre ou le VIH de quelqu'un d'autre qui travaille avec vous. La contamination est uniquement par voie sanguine et sexuelle. Là, on s'est associé à cette nouvelle campagne VIH-sida dans la mesure où on voit en moyenne 30 000 salariés par an qui passent chez nous. On a une population 18-65 ans qui est très concernée par cette problématique. Et on a l'habitude de faire de la prévention, donc c'est un petit peu notre domaine.
En restant obligatoire, mais en donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin parce qu'ils sont particulièrement exposés à des risques, l'Office de la médecine du travail assure un suivi adapté à la situation de chacun tout en jouant son rôle de vigie. Et chaque entreprise peut donc désormais solliciter l'équipe du pôle prévention pour des visites gratuites, souvent riches en enseignements, pour favoriser le bien-être des employés dans leur entreprise. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Vendredi, le soleil percera sous une température de 8 degrés. Dans l'après-midi, il continuera de briller avec un thermomètre affichant 15 degrés. Quelques passages nuageux sont tout de même à noter à la mi-journée. Le week-end s'annonce mitigé, même si la journée de samedi débutera avec un grand soleil, le temps se couvrira dès 11h. De possibles éclaircies sont attendues dans l'après-midi. Dimanche sera principalement ensoleillé, même si quelques nuages voileront le ciel en début de matinée. Les températures varieront entre 7 et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Enfin, le début de semaine aura un air de printemps. Mardi, les températures iront jusqu'à 18 degrés, celle-ci accompagnée d'un grand soleil. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.